Bonjour Boker Tov, nous sommes heureux de vous avoir ce matin. Nous voulions parler avec vous, et nous allons le faire donc en Zoom, de ces 2 dernières journées de débat de la Cour suprême. Une Cour suprême qui a débattu à la fois de la capacité de Binyamin Netanyahou ou non à former un gouvernement alors qu'il est inculpé, et des détails, on va dire, parfois même très techniques et fastidieux, de l'accord de coalition gouvernementale entre le Likoud et le parti bleu-blanc. Sur un post que vous avez rédigé, vous vous montrez très critique envers les juges de la Cour suprême, alors que d'une certaine manière, eh bien, le fait que les débats aient été diffusés a donné l'impression que finalement, eh bien, les juges ne semblaient pas avoir un parti pris particulier. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas une question de parti pris. Je pense que ce qui est grave, c'est pas nouveau, hein, mais je pense que c'est quand même assez hallucinant de le voir. Ce qui est très très grave, c'est de voir que la démocratie israélienne est en train pratiquement de disparaître et d'être remplacée par pas par une démocratie, mais par je sais pas comment on appelle ça, par Une comment dire, juridocratie. le pouvoir des juges. Le pouvoir des juges, oui. Voilà. Le pouvoir des juges. Et c'est très très grave parce que le pouvoir des juges, ça n'est plus la démocratie, ça n'est plus la souveraineté du peuple, c'est autre chose. Et par exemple, je crois que l'exemple même de cette discussion concernant est-ce que le Premier ministre Netanyahou a le droit de devenir en fait Premier ministre, c'est complètement hallucinant parce que la loi est extrêmement simple et claire et il n'y a pas de raison d'avoir une discussion. Et donc on a un cas où on a une loi qui est explicite, qui est simple et qui dit en toute simplicité que le Premier ministre a le droit, ça a été fait de manière intentionnelle, n'est-ce pas? Le Premier ministre a le droit de continuer à être Premier ministre jusqu'à ce qu'il ait été, pas inculpé, mais condamné en dernière instance. C'est-à-dire même pas seulement condamné en première instance, mais en dernière instance. C'est la loi qui est faite de manière intentionnelle pour en fait éviter une situation où en fait un bureaucrate, hein, qui est qui est le parquet, puisse en fait annuler la décision souveraine du peuple d'élire quelqu'un. Donc, il y a une raison pour laquelle c'est comme ça, c'est la loi. Alors vous pouvez ne pas aimer cette loi, c'est tout à fait légitime, hein. Vous pouvez vouloir changer cette loi, c'est pas aussi légitime, mais c'est la loi. Donc le simple fait, et c'est une loi qui n'est pas ouverte à interprétation, c'est une loi claire, simple, transparente et que n'importe qui peut lire et comprendre. Pas besoin d'être un juriste pour ça. Alors, effectivement, mais en fait, vous remettez en cause le droit même des juges de s'occuper, d'essayer de débattre de ce sujet, mais avant même qu'ils aient publié leur verdict ou leur décision. Exactement. Parce qu'il n'y a pas ça n'est pas judiciable, c'est évident. N'importe quel juge, les juges ne sont pas des idiots, d'accord? Faut pas prendre les gens pour des débiles. Les juges ne sont pas des idiots, ils connaissent la loi. Donc, amener 11 juges, parce qu'il y a 11 juges qui discutent, c'est pratiquement tous les juges de la Cour suprême qui discutent de ce cas, c'est ridicule. Il faut comprendre, peu importe ce qu'ils vont décider en fin de compte, je pense qu'ils n'auront de toute manière pas d'autre choix que de décider que ce sera légal pour Netanyahou de mettre, comment dire, de pouvoir redevenir le Premier ministre, parce que aller à ce point contre une loi explicite, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire les juges en ayant une discussion tellement large avec tellement de juges pour quelque chose qui est trivial, qui aurait dû être repoussé d'emblée? Ce qu'ils veulent montrer, en fait, c'est qui est le boss. Ce qui montre l'intérêt de cette discussion pour les juges, c'est pas de dire que Netanyahou ne pourra pas être le Premier ministre, parce que ça, ils ne pourront quand même pas le dire. Mais l'intérêt, finalement, si finalement, c'est le plus important. Si vous non, arrivez c'est pas le plus important. Non,
Non. Dans une démocratie, il y a effectivement une séparation des pouvoirs. Et d'abord, Amir, je vais vous demander de vous redresser un petit peu parce qu'on on ne voit que vos yeux. Voilà, on a le plaisir de voir votre visage, l'ensemble de votre visage. Voilà. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, mais aussi c'est un équilibre entre les pouvoirs. Et quelque part, lorsque l'on assiste, comme on l'a fait ces 2 derniers jours, à ces débats, eh bien, on constate que d'une certaine manière, et je vais faire une comparaison si on compare les débats hier à la Cour suprême au débat à la Knesset, ben on peut constater que d'une certaine manière les débats à la Knesset sont bien plus artificiels, bien plus vulgaires et relativement bas que les discussions autour de certaines clauses de l'accord de coalition comme on en a assisté hier, parce que par exemple il est peut-être légitime que quelqu'un décide si effectivement oui ou non l'accord de coalition a des clauses problématiques, comme cette clause par exemple visant à accorder le siège de l'opposition à un homme de la coalition dans la commission de nomination des juges. C'est-à-dire, ça peut paraître totalement paradoxal. Pourquoi finalement il n'y aurait pas une sorte d'instance comme la Cour suprême, qui est tout à fait, on va dire, respectable, qui mettrait le point sur certaines problématiques de l'échelon politique ou de l'échelon législatif? Mais personne n'a de problème fondamental à ce qu'il existe un contrôle judiciaire juridique de la loi. Mais ce contrôle ne peut pas être fait de manière, comment dire, comment est-ce qu'on dit en français? Je ne sais plus parler français. Dites-le-moi. Comment est-ce qu'on dit en français? Shrirouti. De manière... pas artificielle, mais enfin de manière aléatoire. C'est de manière aléatoire, voilà. C'est-à-dire, si vous voulez, dans un état de droit, il y a des principes constitutionnels et la loi doit être jugée sur la base de ces principes constitutionnels tels qu'ils sont établis dans une constitution. Maintenant, Israël est le seul pays occidental, à l'exception de l'Angleterre, qui n'a pas de constitution, ce qui malheureusement rend les choses plus compliquées. Malgré tout, pendant des dizaines et des dizaines d'années, on peut dire pendant presque 50 ans, la Cour suprême, parce qu'elle était peuplée de juges qui étaient vraiment des juges de qualité, comme le juge Shamgar, comme le juge Landau, et d'autres, qui étaient des grands juristes, des très très grands juristes, mais qui respectaient la démocratie. Eh bien, la Cour suprême a su se contenir et a su rester dans son rôle où elle ne, elle n'annulait pas des lois de manière arbitraire. Voilà, arbitraire. Shrirouti, c'est arbitraire. Elle n'annulait pas des lois de manière arbitraire et elle se contentait de protéger les droits individuels, les droits individuels des citoyens qui auraient pu être, empiétés par le pouvoir. Mais ce qui se passe, c'est que depuis le début des années 90, et en fait, on peut dire le début de ce qu'on appelle la révolution judiciaire de Aaron Barak, qui était le chef qui est devenu chef de la Cour suprême en 1992, si je ne m'abuse. Donc, ça fait bientôt 30 ans. On a eu un changement radical dans l'interventionnisme et l'activisme judiciaire de la Cour suprême, qui est passé de son rôle traditionnel, qui était un rôle qui est évidemment nécessaire dans une démocratie, à un rôle, en fait, où la Cour, entre guillemets, remplace le jugement de la Knesset par son propre jugement. Amir, ça n'est plus de la démocratie, alors ça c'est n'est plus vrai, la séparation mais des c'est pouvoirs, vrai que c'est de la dictature judiciaire. Alors c'est vrai que la Cour suprême a modifié, on va dire, son statut elle-même à partir de la révolution du juge Barak, mais d'un autre côté, eh bien on peut dire que l'échelon législatif et l'exécutif aussi ont changé. Il s'est produit dans l'enceinte de la Knesset des choses au cours de ces 30 dernières années qui ne se seraient jamais produites avant. Je pense par exemple à ce phénomène de transfuge de partis, de gens qui sont élus sur une liste et qui passent dans une autre liste, qui peut paraître ça existe depuis toujours. Non, pas depuis toujours. C'est-à-dire, je m'excuse, ça existe depuis toujours, et non seulement ça existe depuis toujours, mais je me permets quand même de rappeler à nos auditeurs
que les accords d'Oslo bêtes, oui, c'est de cette époque. C'est-à-dire, c'est la première fois que ça s'est fait à ce moment-là avec Alex Goldfarb à l'époque, effectivement. Prenons une situation qui était inimaginable aussi, c'est-à-dire c'est qu'un Premier ministre bien soit inculpé. On aurait très mal imaginé que, par exemple, un homme comme Ben Gurion, comme Menachem Begin ou Shamir soit inculpé. Non, alors je dois complètement vous arrêter. C'était pas du tout inimaginable, puisque ça a été imaginé, puisque c'est la loi qui a été écrite dans cette intention. Donc les gens la loi écrite dans cette intention, cette loi que vous mentionnez, qui permet à un Premier ministre de rester en fonction alors qu'il est inculpé jusqu'à la fin de sa procédure judiciaire, elle date de 2001. Elle a été votée par une Knesset. Elle a été votée alors que, si je ne m'abuse, le gouvernement, c'était le gouvernement d'Ehud Barak. Le président de la commission des lois, c'était le juriste Amnon Rubinstein. Et donc, c'était dans un autre contexte. Elle est relativement récente, cette loi. Elle a presque 20 ans, mais de toute manière, elle a été faite avec l'intention justement d'éviter. Elle a été faite exactement pour le cas actuel. Donc, c'est pas du tout inimaginable puisque ça a été imaginé. Je comprends pas qu'est-ce que vous essayez de dire. Cette loi a été faite de manière intentionnelle pour éviter que le système judiciaire puisse se substituer, à la décision du peuple. C'est comme ça qu'elle a été faite. Et en plus de ça, dans les discussions qui ont précédé la loi, la personne qui a dit ça de la manière la plus importante et la plus marquée, c'était Tommy Lapid, le père de Yair Lapid, qui est mort depuis. Mais c'est lui qui a justement dit, c'est lui qui a insisté d'ailleurs pour que ce soit écrit comme ça, en disant c'est pas concevable et ça n'est pas imaginable que le parquet puisse en fin de compte se décider lui-même de faire tomber un Premier ministre. Et donc par conséquent le gouvernement et par conséquent la décision du peuple. Donc c'est parfaitement logique cette loi. Alors de nouveau on peut ne pas l'aimer, mais c'est la loi, elle a été faite justement pour des cas comme ça. Donc c'est pas possible qu'on a une loi claire, explicite, qui a été faite pour des cas comme ça, et vient le système judiciaire et dit bon maintenant on va voir, il y a rien à voir, c'est la loi. Donc le fait de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que cette discussion est faite, elle n'est pas faite pour arriver à une conclusion judiciaire, parce que la conclusion judiciaire, elle est évidente, elle peut pas être autrement que de permettre à Netanyahou de continuer. Elle est faite en fait pour créer une situation où c'est évident pour tout le monde qui c'est qui décide en fin de compte, qui est le souverain dans ce pays. Et la vérité, c'est que la discussion en fait constitutionnelle qui a lieu aujourd'hui en Israël, c'est de savoir qui est le souverain. Est-ce que le souverain est le peuple? Est-ce que donc on vit dans une démocratie? Ou est-ce que le souverain, c'est dans l'esprit de Platon, dans l'esprit vraiment platonicien qui disait que, n'est-ce pas, c'est le gouvernement des spécialistes, des sages, comme il disait Platon. Eh bien, est-ce que nous sommes dans une situation où il y a un gouvernement de sages et en fin de compte, c'est lui qui prend les vraies décisions, c'est-à-dire le Bagat, c'est-à-dire la Cour suprême, et en fin de compte, la démocratie n'est qu'ici pour la forme, c'est une démocratie formelle, n'est-ce pas? Mais c'est un gouvernement platonicien sur le fond. Ou alors est-ce qu'on est dans un régime démocratique où il y a la séparation des pouvoirs, où la Cour suprême et le système juridique de manière générale sont cantonnés dans le rôle qui doit être celui, qui est un rôle très important, personne ne le remet en cause, mais qui doit être le rôle de la Cour suprême et du système juridique. C'est ça la lutte qui est depuis 30 ans en Israël et qui devient de plus en plus grave. Et pourquoi est-ce que ça devient de plus en plus grave? Parce que simplement, pour la première fois, après une génération, on a aujourd'hui une opinion publique spécifiquement à droite, mais pas seulement à droite, mais on a une opinion publique qui est en train de virer
contre la Cour suprême. Oui, il faut rappeler, je voudrais justement avoir votre réaction sur ce sondage dans le Israël de ce matin qui affirme que seulement 40% des personnes interrogées affirment que la Cour suprême est crédible, qu'ils font confiance à la Cour suprême, alors que 40% affirment qu'ils ne font pas confiance à la Cour suprême, 46% font confiance à la Cour suprême. C'est quand même un pourcentage important, ça veut dire plus d'un tiers de la population israélienne ne fait pas confiance à la Cour suprême? Bon, c'est encore trop, 46% qui font confiance à la Cour suprême. Il faudrait que les chiffres soient beaucoup plus en défaveur de la Cour suprême. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est clairement sur la bonne voie. C'est-à-dire les gens sont en train de se réveiller, et je pense que de plus en plus de gens se rendent compte qu'on a véritablement un problème constitutionnel grave en Israël. Parce que la suppression de facto de la démocratie et son remplacement par le gouvernement des juges, ce n'est pas une affaire simple. Ça n'est pas une affaire secondaire. C'est quelque chose, c'est un événement majeur de la vie démocratique et politique d'un pays et constitutionnel. Donc on ne peut pas laisser ça de côté. Je pense que de plus en plus de gens sont en train de se réveiller, et je pense que l'opinion publique est en train de changer. Elle a déjà changé et en fait ça ouvre la voie progressivement à des changements constitutionnels qui vont ramener la Cour suprême à son rôle traditionnel et le système juridique, et on va pouvoir ramener la démocratie en Israël. Je pense que ça va venir, ça va prendre encore peut-être du temps, mais dans les prochaines années, je pense que ça va se faire, et c'est une très bonne nouvelle. Vous êtes-vous favorable, pour une dernière question, à cette fameuse Piskat Eitgabrout, c'est-à-dire cette loi qui pourrait être votée prochainement, peut-être même dans la prochaine Knesset, qui donnerait la priorité à l'échelon politique sur l'échelon juridique? Ça, c'est une évidence. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Ça, c'est seulement une partie de la réforme qu'il faut faire. Il y a une loi qu'on appelle en hébreu Chok HaShvita, la loi de, je ne sais pas comment on va traduire ça en français. C'est pas la loi du jugement, c'est la loi. Oui, vous avez une terminologie difficile ce matin. C'est ça, c'est vraiment des terminologies techniques. Alors je ne sais pas exactement comment traduire, mais disons, c'est une loi qui va régler justement l'implication des juges. Toutes ces questions. Voilà, l'implication, tout ça est en train d'être discuté. Je pense que à droite, en tout cas, et même dans certaines parties du centre-gauche, on voit Chaim Ramon, qui est l'ancien ministre de la Justice de l'époque de Rabin, qui sans arrêt, déjà depuis des années, mais de plus en plus, parle contre la Cour suprême et son activisme juridique. Lui-même, d'ailleurs, par ailleurs, avait dit qu'il avait à l'époque fait cette loi qui avait servi de base constitutionnelle pour la révolution juridique de Barak. Il m'a dit, et il pas m'a dit à moi, il a dit en public, qui ne savait pas. C'est lui qui a fait cette loi, mais lui, il n'était pas au courant que c'était la base constitutionnelle pour la révolution juridique, ce qui est quand même assez impressionnant, n'est-ce pas? Alors, la question que l'on peut poser, Amir, pour terminer, c'est finalement pourquoi Binyamin Netanyahu, qui est tout de même au pouvoir depuis 14 ans, il n'a pas pris ce cheval de bataille, il n'a pas enfourché ce cheval de bataille, et il n'a pas essayé d'entamer des réformes. Il a fallu attendre, par exemple, que Ayelet Shaked soit ministre de la Justice pour que les choses changent. Et là, maintenant, le prochain ministre de la Justice, ça va être un homme de bleu-blanc. Il est peu probable que cette réforme se poursuive. Eh bien, tout à fait. Je pense que Netanyahou est le responsable et le coupable principal de cette question depuis 11 ans, on va dire, pour la simple et bonne raison que Netanyahou appartient à une génération qui, malheureusement, au sein du Likoud, avait pris en fait le parti de la Cour suprême. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Des gens comme Dan Meridor, comme Ronnie Milo, cette génération qui avait été appelée la génération des princes, et qui était complètement, qui à mon avis avait des idées constitutionnelles extrêmement bizarres, et malheureusement Netanyahou fait partie de cette génération. Il était dans cet état d'esprit, et donc c'est lui personnellement qui a la responsabilité d'avoir empêché depuis 10 ans toutes les réformes dans le domaine, parce qu'il y a des gens, en particulier Yariv Levin au Likoud, mais pas seulement lui, ont essayé de faire des réformes. C'est la personne qui a empêché de manière personnelle toutes ces réformes de se passer, c'était Netanyahou lui-même, parce qu'il était contre ces réformes, parce que fondamentalement, Netanyahou
c'est pas seulement qu'il a du respect pour la Cour suprême, c'est parce qu'il a, je pense, une espèce, il a une espèce de comment dire, de crainte que, comme les gens à gauche aujourd'hui, que la Knesset puisse en fait devenir un endroit qui va porter atteinte aux droits de l'homme, et alors que c'est le contraire. Les gens qui portent atteinte aux droits de l'homme, c'est pas la Knesset, c'est la Cour suprême aujourd'hui. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup. On a bien compris votre position. Merci d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se passait à la Cour suprême. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.